delicia del monte, si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres. Hola, buenos días. Bonjour à tous. Alors la dernière fois, nous quittions le parc Patagonia où on avait vu les magnifiques montagnes de couleur pour nous diriger vers El Chalten. El Chalten, c'est un petit village, une petite ville qui est au pied du Fitzroy et qui s'est beaucoup développée ces dernières années parce que c'est une destination touristique assez prisée et à juste titre parce que le paysage qu'on a sur le fond d'El Chalten est absolument magnifique. Alors c'est vrai qu'à partir de ce point géographique, on rencontre énormément de jeunes, de backpackers. Avec les backpackers vient la gare routière, les petits campings, les petits restaurants, les magasins de souvenirs. Et une fois de temps en temps, c'est sympathique de se replonger dans cette atmosphère. Et c'est vraiment, El Chalten, c'est vraiment un petit village presque exemplaire du point de vue de ce développement touristique-là. Donc on a sillonné, on a fait des allers-retours avec Oscar, parce que finalement on allait souvent d'un point à l'autre. Il y a 2 rues en gros. Il n'y a que 2 rues, mais elles sont assez longues, hein, ça doit bien faire 1 kilomètre de long. Donc quand on va d'un service à l'autre, et ben, souvent on se trouve à parcourir cette rue qui est devenue très familière pour nous. Ce qui est devenu familier aussi, bien sûr, ce sont les panoramas, les montagnes. Et il y en a 2 qui sont très connus. Donc la principale, c'est le Fitzroy. Le Fitzroy est une des montagnes les plus connues du monde. Pas seulement chez les alpinistes, mais parce que quand on prend des classements des plus belles montagnes du monde, le Fitzroy se trouve toujours dans le classement, ou presque toujours, des plus belles montagnes du monde. Parce que c'est une sorte d'aiguille en granit, c'est un monolithe de granit qui est très impressionnant. Et surtout, il se trouve que de Chalten, du village de Chalten, et même de la route qui y mène, on l'a pratiquement toujours en toile de fond sous le même angle, qui est l'angle le plus valorisant. Voilà, El Chalten et le Fitzroy font en quelque sorte corps. Alors, autour d'El Chalten, donc il y a une base de touristes, beaucoup de backpackers, de voyageurs sac à dos, et puis il y a quelques camping-cars. On se stationne assez facilement. Il y a un camping, on a passé une nuit dans un camping pour se ressourcer, prendre une douche et avoir toutes les facilités du camping. Mais en fait, la plupart du temps, on était à l'entrée du village et il y a un petit parking sur lequel les véhicules indépendants sont réservés. On fait des rencontres. Juste en face, l'office du tourisme. Et s'il y en a qui veulent aller. Ouais, donc c'est facile. Et puis on peut même trouver d'autres emplacements assez facilement. On a dormi une fois, par exemple, face au Fitzroy sur la route à quelques kilomètres de là, avec une très belle vue. Donc pas de difficulté pour les voyageurs indépendants. Il faut quand même le souligner, on a eu une chance énorme. Alors, et une chance énorme, je ne sais pas, puisqu'on avait vu la météo quand même, Manu surveille ça de près, donc on s'était calé pour arriver exactement pendant la phase de beau temps, mais en sachant que quand on est dans les montagnes, le temps varie très vite. On a eu une journée un peu nuageuse, mais alors le reste du temps, c'était incroyable. On était en t-shirt dans El Chalten, le ciel était bleu, donc on a eu des panoramas absolument magnifiques. Et finalement, dans ces circonstances, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme randonnée aujourd'hui? Alors, il y a une petite difficulté, il n'y a pas vraiment de petites randonnées. Ce sont ou bien des belles et grandes randonnées à la journée, ce qui signifie à peu près 8 heures de marche, on va dire, 6 à 8 heures de marche, 3 heures, 4 heures à l'aller et presque autant au retour. Et les petites marches, pour être honnête, ne sont que ou bien beaucoup moins intéressantes du point de vue du panorama, ou bien le début des grandes marches, ce qui gâche un peu le plaisir qu'on a à faire une grande marche après sur le même parcours. En gros, le tarif, c'est à peu près 20 km aller-retour et de 700 à 1000 mètres de dénivelé positif et négatif ensuite dans la journée.
sur des chemins qui sont bien balisés, il n'y a pas de problème du tout, on ne risque pas de se perdre, ça c'est pas le problème. Et ensuite on peut aussi choisir des chemins qui sont plus ou moins fréquentés. Le plus fréquenté c'est celui qui mène directement au Fitzroy, mais on a commencé par faire des chemins des chemins de randonnée un petit peu moins populaires pour être un peu tout seul. Et donc le premier jour on est allé sur une marche qui part un peu plus sur la gauche quand on regarde le panorama de montagne pour avoir une vue d'ensemble des cimes. Donc c'est une marche qu'on peut recommander parce qu'elle permet de voir à la fois le Fitzroy, d'un peu plus loin il est vrai que d'autres randonnées, mais aussi le Cerro Torre et l'ensemble du champ de glace qui est derrière. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on voit en fait nous du village, et c'est une situation qui se répétera, ce n'est que la partie avant d'un immense champ de glace qui est le plus grand champ de glace continental du monde, puisque des champs de glace de ce type-là, on n'en retrouve qu'ensuite en Antarctique et au Groenland. Après 3 heures de marche, on arrive près du Belvédère. On voit le Cerro Torre et le Fitzroy. Et ce qui est remarquable et très rare, c'est qu'il n'y ait pas de vent. Et du coup, je peux m'enregistrer, normalement c'est impossible. La partie finale est un peu abrupte. Du coup, je suis un peu essoufflé. Mais je crois que j'arrive. Isabelle est restée là-bas pendant que moi je fais la dernière grimpette là en solo. Magnifique. Alors un autre jour pour se reposer un petit peu, on a fait une de ces rares petites marches qui existent en s'écartant un petit peu du village, en s'éloignant. On reprend quelques kilomètres de route, puis un petit peu de piste et on va au bord du lac Viedma. Le lac Viedma, c'est un lac glaciaire, c'est pratiquement toujours des lacs glaciaires d'ailleurs qu'on a sous les yeux, mais qui est alimenté par un glacier, le glacier Viedma du même nom, qui autrefois d'ailleurs pouvait être parcouru à pied, maintenant c'est plus possible. Et là on a un lac très bleu. Alors on retrouvera ce bleu tout au long de notre parcours dans la région. C'est un bleu dit bleu glacier qui est un peu laiteux. Bien souvent, l'eau n'est pas très claire parce qu'elle est chargée de sédiments et de particules en fait qui viennent des glaciers. Les glaciers, c'est pas forcément de l'eau pure, hein. Les glaciers charrient aussi des débris de roches, des sables, des poussières. Et donc, c'est ce bleu qui, dépendant des angles de prise de vue du soleil, c'est un bleu vert va être plus ou moins soutenu. Et qui peut parfois aller jusqu'au marron. Et au fur et à mesure de la journée, quand le soleil donne, il devient plus vert. Et puis on est monté au Fitzroy. Alors le Fitzroy, c'est vraiment le seigneur des lieux, hein. Tout le monde le voit, le respecte, l'admire. Et donc il y a un chemin, c'est une randonnée qui s'appelle Laguna de los Tres, qui mène au point de vue idéal sur cette montagne. Et à mi-chemin, on s'arrête. Laguna Capri. À la Laguna Capri. La Laguna qui est un très beau lac. Alors un petit conseil éventuellement, plus on part tôt, mieux c'est. Voilà. Il est 7 h du matin. Nous entamons une petite marche. Alors ça c'est le panneau avant de monter au Fitzroy, où il est bien écrit de porter des chaussures adaptées pour grimper. On a bien compris, hein. Moi, ça monte nickel mes crocs. Et ben je suis repartie en crocs. Je change pas une équipe qui gagne. Pour une fois, on s'est acheté des chaussures de marche. Je sais pas si vous avez remarqué sur les vidéos et sur les photos, ce qui n'était jamais arrivé. Mais bon, on s'est dit qu'en vieillissant, c'était mieux pour le dos. Sauf que comme j'ai l'orteil pété, et ben il n'y a que dans les crocs que je suis bien, donc je pars en crocs. Plus on part tôt, mieux c'est. C'est très simple, Mais oui. Parce que la caractéristique de cette chaîne de montagnes, c'est qu'elle regarde plutôt vers l'est. Et donc elle est correctement éclairée par le soleil pendant toute la matinée. Jusqu'à 13
13h grand maximum. Et ensuite, il y a d'abord une sorte de halo qui se produit, voile. surtout par beau temps, parce qu'il y a l'évaporation des eau du lac qui se produit. Ça crée une sorte de gaz presque transparent, voile blanc-bleu. Et ensuite, des ondes reportées vont venir en proportion trop importante sur les parois rocheuses. Alors ça reste joli, mais ça devient aussi plus froid, et pour les photos, c'est beaucoup plus difficile. Et alors, ce qui est curieux, c'est que alors que c'est juste évident en fait, même quand on regarde une carte, eh bien, la plupart des randonneurs partent trop tard. Peut-être qu'ils font la fête, ils dorment mal parce qu'ils dorment dans leur toile de tente, je ne sais pas. Mais il y a un deuxième avantage à partir tôt, c'est qu'on est presque seul en fait sur les chemins de randonnée, qui deviennent un peu une autoroute à touristes, il faut bien le dire, à partir de 10h, 11h, midi. Donc on part tôt. On s'arrête à la Laguna Capri et on bénéficie à cet endroit d'un effet miroir remarquable sur le lac, surtout par temps calme, où on a des reflets presque parfaits du Fitzroy dans le lac. C'est une ascension qui reste assez simple jusqu'à la Laguna Capri. Et puis ensuite on chemine dans des zones plus marécageuses, assez intéressantes aussi, parce qu'on retrouve régulièrement des paysages d'arbres morts, mais c'est la façon dont la nature évolue. Le bois ne pourrit pas beaucoup, compte tenu peut-être de la sécheresse relative de l'air et du fait que le vent en fait en permanence empêche l'unité de se fixer, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que les bois morts restent là, plus ou moins dans les marécages, pendant des années et des années, et constituent des paysages donc assez étonnants. Et comme je marche un peu plus vite qu'Isabelle, je vais préparer un petit café. À mon avis, il me gâte pour pas que je râle. Mais je râle pas. Donc il y a une partie qui est relativement plate et de quelques kilomètres. On chemine dans des paysages. C'est super joli, intrigants. vraiment. C'est une montée qui est vraiment, la descente aussi, enfin c'est une marche qui est vraiment très très belle. Elle est très très variée, on passe dans les bois, on passe dans des endroits beaucoup plus ouverts, et en revanche la dernière partie, elle est complètement différente aussi, mais elle est beaucoup plus difficile, puisque là il s'agit presque de grimper sur des blocs. Des grosses pierres. Alors le plus souvent, ça fait comme des escaliers grossiers, mais parfois il y a des passages plus déboulis, et c'est ça qui est un peu plus difficile parce qu'on glisse en fait sur le petit sable. Donc nous, l'avantage, c'est comme on part tôt, on arrive tôt, et du coup on a le temps vraiment de se poser, de bien profiter, de se reposer, de faire des petites siestes. Petite sieste avant le retour. D'abord, il y a quand même un moment qui est un peu un moment magique, pour reprendre cette expression un peu dévoyée. C'est le moment où vraiment le panorama s'ouvre. Parce qu'il faut voir que pendant la grimpette difficile, on est privé de panorama. Là, d'abord, on se concentre sur la montée elle-même, et pendant un bout de temps, on ne voit plus le Fitzroy en ligne de mire en quelque sorte. Et d'un seul coup, quand on arrive à la cime, il y a une sorte d'arrondi de la cime, et là, waouh, c'est vraiment le panorama qui se découvre presque d'un seul coup, et c'est quand même une assez belle émotion. Oui. Alors ce petit village, comme il est forcément plus touristique que les autres, il offre des possibilités de restaurants variés, et donc on en a profité plusieurs fois. Et dans l'un d'entre eux, nous avons eu la chance d'assister à une petite représentation de musiciens. Et il s'avère que la fille qui joue dedans est une Française, donc nous avons discuté un petit peu avec elle, et elle nous a gentiment proposé d'assister à une peña dans la semaine, dans un restaurant, dans un bar,
Donc on y est allé, c'était assez difficile parce qu'il fallait attendre minuit. Pour nous c'est difficile, surtout quand c'est une semaine de marche. Mais on a fait l'effort et on était très très contents parce que là pour le coup on était vraiment immergés parmi les Argentins. Alors c'était pas très Covid compatible puisque comme on boit, on n'est pas forcé de porter les masques. Il y avait vraiment beaucoup de monde, mais c'était vraiment très intéressant de voir. Moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est le contraste entre les Argentins qui sont un peu originaux dans le sens où ils ont les cheveux toutes les couleurs, ils sont rasés, ils sont percés de partout, ils sont tatoués, mais vraiment de la tête aux pieds, je dirais. Et ils se laissent aller à danser ces chacarera ou autres danses avec des petits foulards. Ces danses ressemblent en fait à des menuets de l'ancien temps pour nous, donc c'est quand même très drôle. Oui, il faut dire que le principe même de la peña, c'est que c'est un spectacle participatif. Donc il y a une bande de musiciens qui jouent de la musique traditionnelle et le public réagit, c'est-à-dire le public encourage, pousse quelques holas de temps en temps et danse surtout. Et ce sont des danses traditionnelles. Donc ça a un côté, c'est pas folklorique quoi. Enfin, c'est du folklore vivant, mais c'est de la vraie vie locale. Mais pour le coup, nous on peut pas participer. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a dit j'espère que vous avez dansé. C'est quand on a posté des choses sur Facebook ou Instagram, mais en fait c'est pas possible. C'est très codifié. C'est très codifié. Enfin les pas, c'est pas n'importe quoi. C'est super drôle. Enfin vraiment. Ça a donné un petit contraste culturel qui était très inattendu pour nous. À cet endroit, à ce moment. On a bien profité. Et la dernière marche nous amène au pied d'une montagne qui s'appelle le Cerro Torre. C'est une montagne qui a une configuration un peu différente de celle du Fitzroy, même si sa composition minérale est la même. C'est une aiguille plus pointue, plus étroite, un peu moins haute aussi, mais qui est très déchiquetée, et elle a la particularité du moins quand on considère le chemin de randonnée qui s'y rend, de nous permettre de très bien comprendre la formation d'un lac glaciaire, parce que il y a un glacier qui pousse au pied de cette montagne, et on peut bien le voir presque en contre-haut, parce que le sentier de randonnée passe le long sur la droite du glacier quand on regarde vers l'amont, et on a une vue plongeante à la fois sur le glacier, donc qui draine tous les sédiments, tous les blocs de roches qu'il peut arracher au passage, et qui arrive à son terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné le glacier se fatigue parce qu'il fond et parce qu'il a terminé son travail consistant à charrier la glace, et ça se termine dans un lac avec des petits icebergs qui se détachent. Et de cette randonnée, on a cette très belle vue d'ensemble où on voit à la fois le glacier, les moraines glaciaires sur les côtés, les blocs de rochers de toute taille qui se sont détachés, et enfin le lac lui-même, et puis l'exutoire du lac sous la forme d'un torrent. Donc on comprend très très bien le travail général de la glace, et le travail aussi d'érosion par la glace qui est caractéristique de ces montagnes. Et alors, pour la petite histoire, on était vraiment contents de bénéficier du beau temps, parce que c'est quand même plus agréable pour nous, mais il est évident aussi que ces séries de beau temps qu'on a depuis quelques temps, puisque depuis qu'on a fait la vidéo, on a quand même avancé, sont la preuve d'un réchauffement climatique et pas forcément très optimiste. Et nous, quand on était à El Chalten, il y a eu un accident. On a vu pour la première fois un hélicoptère. Et il y a deux alpinistes qui
qui ont gravi le Cerro Torre. Un Italien, comme bien souvent, les alpinistes, et quelqu'un d'El Chalten. Et il y a eu une avalanche. Donc l'alpiniste d'El Chalten s'en est sorti, et l'Italien, il est mort. En fait, il a eu a priori la colonne vertébrale de cassée. Ils n'ont pas pu l'élitreuiller. Alors on ne sait pas s'il était mort avant ou pas. En tout cas, ils l'ont laissé pendu au bout de sa corde. Donc ça a quand même marqué les esprits. On y a beaucoup pensé. Le réchauffement climatique provoque ce qu'on appelle une récession des glaciers, donc qui est visible, et elle est supervisée. Elle est surveillée par les scientifiques. Donc chaque glacier, on sait qu'il a rétrocédé de plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres en 5, 10, 20 ans. Derrière, comme je disais tout à l'heure, il y a le champ de glace. Le champ de glace, il y a deux champs de glace, un champ de glace au nord et un champ de glace au sud. On le voit très très bien sur Google Earth. Et ce champ de glace continue d'alimenter les glaciers. Donc il y a une sorte de puissance en réserve derrière. Mais ce qu'on voit aux extrémités, c'est-à-dire le bout des glaciers, est clairement en situation de retrait, année après année. Et donc les panoramas sont beaux, les lacs glaciaires sont alimentés, mais derrière, il ne faut pas oublier que ça se fait au prix de la fonte des glaciers. Et il a bien fallu quitter El Chalten, puisque ça faisait quand même presque une semaine qu'on était là. On avait épuisé toutes les marches qu'il y avait à faire dans le coin. Et pour le dernier matin, très tôt, vers 5h du matin, on a assisté à un très 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 beau lever de soleil sur le Fitzroy qui a pris des tons roses, violets. C'était vraiment très très beau. J'ai réveillé Manu qui n'a pas manqué d'immortaliser ce très joli moment. Et puis on a repris la route. Et puis comme d'habitude, la plupart du temps sur les gros segments, on n'est pas tout seul dans Oscar parce qu'il y a énormément de gens, de jeunes avec leur sac à dos qui attendent d'être pris pour avancer dans leur périple. Donc sur ce segment-là, nous avons eu la chance de rencontrer un franco-argentin, donc c'est quand même plus facile quand les gens parlent un peu notre langue, accompagné de sa petite amie qu'il a aidé dénicher en Grèce et qui s'avère être quelqu'un de connu. Alors ça c'est quand même drôle, enfin connu, pas forcément par nous, mais qui a remporté le prix de l'équivalent d'incroyable talent chez nous en Grèce, et qui s'appelle Basso Bassiliou. Je vais vous mettre son lien bien entendu. Elle a remporté ce prix pour, alors là où on se filme, je n'ai pas de connexion, donc je ne sais pas comment s'appelle ce sport national, et Mathéo n'était pas capable de le dire non plus. Elle fait des figures au bout d'une corde, donc ça a un côté cirque presque, un peu trapéziste, mélangé à de la GRS, enfin bon, donc voilà, c'était une très belle rencontre. Et on reprend la route vers le sud. On se rapproche d'El Calafate, promesse d'autres glaciers, et notamment du fameux Perito Moreno. C'est donc ça pour la semaine prochaine. Bonne semaine. À bientôt.